Bienvenue à ce symposium qui est organisé par Sofisa sur le sujet de l'hydrocéphalie et de sa dimension hydrodynamique. Alors pourquoi cette thématique? Tout simplement parce que dans un contexte de vieillissement de la population, en France comme dans d'autres pays, évidemment, le bien vieillir est au cœur des préoccupations. Or, la forme d'hydrocéphalie que l'on rencontre chez les sujets âgés, donc l'hydrocéphalie à pression normale, se traduit par une perte d'autonomie. C'est une maladie dont on ne connaît que la physiopathologie. Le diagnostic est compliqué. En l'absence de réel consensus diagnostique, sa prise en charge reste inégale. Toutefois, l'on sait qu'une dérivation du liquide cérébrospinal, le SHUNT, est l'un des rares traitements pour gagner en qualité de vie. Or, le SHUNT, c'est un dispositif hydrodynamique qui règle un problème d'écoulement de fluide, ce qui suggère que la pierre angulaire à l'hydrocéphalie est l'hydrodynamique. Sofisa est investi historiquement dans l'hydrocéphalie en tant que fabricant de dérivations, notamment la valve Polaris, également des systèmes de capture de pression intracrânienne et le moniteur de pression, et en ce sens agit en sensibilisant sur le parcours patient, en soutenant des projets de recherche ou en construisant des partenariats scientifiques pour mieux appréhender ces dimensions hydrodynamiques, diagnostiquer, caractériser d'éventuelles altérations dans l'hydrocéphalie. Nous pensons qu'ensemble, scientifiques, industriels et cliniciens, en objectivant la composante hydrodynamique, on réussira à mieux traiter les patients. Dans le cadre de cette objectivation, on va vous présenter 3 points de vue différents. Le point de vue d'industriel avec quelques considérations hydrodynamiques. Ensuite, le docteur Vivien Mendes de l'hôpital d'Annecy donnera le point de vue du neurochirurgien au travers de la réalité clinique à l'utilisation de l'hydrodynamique du LCS. Et enfin, Fanny Denomé du Centre de ressources des personnes cérébro-lésées d'Annecy donnera le point de vue de la neuropsychologue au travers de regard croisé grâce à une évaluation pluridisciplinaire. Alors on démarre par quelques considérations hydrodynamiques, le point de vue industriel. L'hydrocéphalie est une pathologie nébuleuse multifactorielle dont on traite davantage les conséquences que les causes. Les conséquences pour l'hydrocéphalie à pression normale, vous connaissez très bien la triade d'Akim-Adams. Dès les premières publications, l'hydrocéphalie est une pathologie qui a été caractérisée par une ventriculomégalie modérée, radiologiquement vérifiée, mais sans élévation objective de la pression intracrânienne, d'où le terme hydrocéphalie à pression normale. Mais en élargissant la fenêtre d'observation de la pique, qu'est-ce que l'on constate? Que c'est finalement la pique évolue. D'où le changement de paradigme et on utilise davantage la terminologie hydrocéphalie chronique de l'adulte. Alors selon les règles de la mécanique des fluides auxquelles le LCS n'échappe pas, un écoulement étant régi par un gradient de pression, une variation de la pique suggère une variation également de l'écoulement du LCS, donc de son hydrodynamique. Les causes postulées sont troubles de la résorption du LCS, liés à l'âge, changement de la compliance cérébrale ou encore des facteurs vasculaires et génétiques. La SHUNT, c'est une des solutions qui permet de traiter l'hydrocéphalie chronique de l'adulte. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est un itinéraire bis qui va compenser un problème de une résistance accrue à l'écoulement. Et cet itinéraire bis est également complété par un contrôle de la quantité de liquide qui va utiliser ce conduit alternatif. Ce contrôle se fait par la pression. En fait, il existe 2 grandes technologies de SHUNT. La première technologie, c'est les SHUNT à régulation de débit. Dans ce cas-là, les liquides s'écoulent de manière permanente. Il y a un débit constant, quelle que soit la pression, ou en tout cas à des valeurs physiologiques, c'est ce qui est encadré sur le petit graphique en bas. La deuxième technologie, ce sont les SHUNT à régulation de pression. En fait, ce sont des régulations de pression différentielle. Le liquide ne passe que dans certaines conditions, lorsque la différence entre la pression intracrânienne et la pression en aval du SHUNT dépasse un seuil qui peut être fixe et réglable. Et dans ce cas-là, le débit varie en fonction de cette différence de pression. Pour comprendre un SHUNT à régulation de pression différentielle, on peut prendre l'image d'un barrage qui aurait une hydrodynamique altérée, donc qui serait moins perméable. C'est le schéma ici. Dans ce cas-là, lorsque les vannes sont plus ou moins obstruées, le niveau de l'eau dans le lac de retenue est augmenté. Donc par conséquent, la pression en amont qui s'applique sur la paroi du barrage
Le fait de mettre une dérivation, vous voyez que c'est un conduit artificiel équipé d'une valve qui est une vanne également. Donc lorsque la hauteur du lac de retenue augmente, la pression augmente jusqu'à un seuil tel que si la différence pression amont, pression aval du barrage excède ce seuil, la vanne s'ouvre, le liquide s'écoule. Quand le liquide s'écoule, qu'est-ce qui se passe? La pression en amont va diminuer, la pression en aval augmente, jusqu'à atteindre en fait un équilibre satisfaisant. Pour bien comprendre aussi l'hydrodynamique et puis ce que peut apporter un shunt, le point de vue scientifique s'appuie sur les travaux de Marmarou, qui sont relativement anciens. Et l'idée, en fait, qu'on peut analyser l'écoulement du LCS par analogie électrique en comparant des grandeurs hydrodynamiques avec des paramètres électriques que l'on peut quantifier. Un débit peut être représenté par un courant électrique, une pression par une tension, donc par déduction, un gradient de pression peut être représenté par une différence de potentiel. Qui dit différence de potentiel dit parcours d'un courant électrique. S'il n'y a pas de différence de potentiel, il n'y a pas de courant électrique. De même, s'il n'y a pas de gradient de pression, il n'y a pas d'écoulement. Une résistance hydrodynamique qui est la capacité à s'opposer à l'écoulement d'un liquide dans un conduit, naturellement pourra être représentée par une résistance électrique qui elle-même va s'opposer au passage du courant dans un matériau conducteur. Et la compliance cérébrale peut être représentée par un condensateur qui va stocker de l'énergie. Et donc à partir de ça, sachant que le volume de liquide cérébrospinal produit de manière physiologique est égal à la somme du LCS réabsorbé et du volume qui est présent dans la totalité du système et qu'on va donner ici LCS stocké, on peut en déduire un modèle électrique qui est composé de différentes branches. La principale branche représente la sécrétion du LCS physiologique, donc représenté par un générateur de courant électrique, qui va se répartir ensuite dans deux autres branches. Une branche représentant la réabsorption du LCS et traduite par une résistance à l'écoulement, et une branche qui correspond au stockage du LCS, traduite par un condensateur lié à la compliance elle-même en lien avec l'électricité. En introduisant finalement une dimension temporelle dans ce modèle, il est possible d'exprimer en termes mathématiques la relation entre la pique et une variation de volume à l'entrée du système et de caractériser également des paramètres d'intérêt, notamment la résistance. On prend l'exemple d'un test d'infusion. Un test d'infusion, c'est quoi? On injecte de manière externe un volume supplémentaire par unité de temps. L'équation en question déduite du modèle, je ne vais pas vous la commenter ici, mais voilà, elle est de cette forme-là. On peut en déduire l'équation donnant la valeur de la résistance qui s'avère être fonction de la pression plateau de pic, moins la pression basale également en fonction du débit d'infusion. Et si vous regardez le graphique en bas à gauche, donc il s'agit d'un enregistrement réel de pic sur un patient qui est atteint d'hydrocéphalie chronique. À partir de ça, la formule que je viens de commenter, on peut en déterminer la valeur de la résistance. Et si l'on réinjecte cette valeur de résistance dans le modèle électrique, on constate, c'est la courbe rouge, une bonne correspondance entre le modèle et la réalité. À partir de là, lorsqu'on ajoute un shunt dans le système, on peut tout à fait modéliser également ce shunt d'un point de vue électrique en gardant les mêmes analogies, avec une branche qui vient en parallèle et qui va modifier la répartition, la manière dont le liquide sécrété va être réparti dans la totalité du système. Souvenez-vous du barrage, avec la résistance qui va être variable, donc dans le modèle du shunt. Le modèle électrique, on a ici donc une résistance variable. Donc tout ça donne un champ d'action, notamment de caractériser cette fois l'hydrodynamique du LCS modifié par l'ajout d'une valve, donc une valve in vivo, et d'améliorer la prédictibilité d'un shunt à partir de tous ces travaux. Dans le cas de l'hydrocéphalie chronique, les symptômes peuvent ne pas apparaître de manière simultanée, et souvent ils sont similaires à d'autres pathologies liées à l'âge. Ça, je ne vous apprends rien. Ce qui rend évidemment le diagnostic plutôt compliqué. Et
Il semble, enfin c'est pas qu'il semble, c'est qu'il n'y a pas de réel consensus. Le diagnostic, ça repose quand même sur 3 piliers: le bilan clinique, des examens radiologiques et des investigations complémentaires qui sont autres que des tests hydrodynamiques. La revue de littérature de Marmarou a permis d'établir ce tableau-là. Enfin, je vous ai résumé dans un tableau pour les différents types de tests, la prédictibilité aux candidats réceptifs au shunt. On voit que pour l'aspect clinique combiné à l'imagerie, la VPP est relativement faible, une sensibilité faible, mais qu'en utilisant des tests supplémentaires, on arrive à augmenter la prédictibilité de manière assez potentielle. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de limite d'âge finalement pour opérer une chirurgie et installer un shunt chez une personne atteinte d'hydrocéphalie chronique. Mais quand même, ce sont souvent des patients qui sont à comorbidité, d'où l'intérêt d'une sélection attentive et des tests hydrodynamiques supplémentaires. Donc, comme ils augmentent la précision pronostique, ce serait dommage de s'en passer. Encore une fois, un shunt, c'est un système qui ne sait régler que des problèmes hydrodynamiques. Alors, on peut se poser la question pourquoi on obtient certains résultats négatifs au shunt. Plusieurs hypothèses. La première, c'est l'existence d'une irréversibilité, notamment si l'intervention est tardive. Ce schéma ici qui a été présenté au congrès Hydrocéphalus en 2022, qui exprime le fait que sans dérivation, les symptômes risquent de continuer à augmenter. Et pour l'hypothèse d'une zone d'irréversibilité potentielle, qui d'ailleurs est confirmée, et qui montre que plus tôt le shunt est mis en place, d'où l'intérêt d'un diagnostic au plus tôt, meilleures sont les chances de rester en dehors de cette zone d'irréversibilité potentielle. D'autres hypothèses sont avancées. Par exemple, est-ce que la part, l'expression du facteur hydrodynamique est variable d'un patient à l'autre? Point d'interrogation. S'agit-il d'une dysfonction du shunt ou tout simplement, pourquoi pas, est-ce que le diagnostic posé initialement était le bon? Donc tout ça montre, on n'a pas répondu à toutes les questions, donc il faut poursuivre l'objectivation de cet aspect hydrodynamique du LCS. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que d'une part, les désordres hydrodynamiques ne peuvent être traités que par une dérivation. De la même manière, et à l'inverse, un shunt ne peut traiter qu'un désordre hydrodynamique, il n'a pas d'autre prétention que de régler un problème de plomberie. Et enfin, donc c'était le sujet en introduction, une objectivation pluridisciplinaire sur cette dimension-là est à poursuivre pour améliorer diagnostic et pronostic d'un shunt. Pour résumer tout ça, je vais vous passer une petite vidéo, petite animation. Voici Marie. Marie a 75 ans. Son autonomie se dégrade car elle a des troubles de la marche, un déclin cognitif et elle chute régulièrement. Le médecin de Marie pense qu'elle développe une maladie d'Alzheimer, de Parkinson, une maladie cérébrovasculaire ou une hydrocéphalie. Son scanner cérébral montre une augmentation du volume de liquide intracrânien avec des ventricules dilatés suggérant une hydrocéphalie et une réduction du volume cérébral suggérant une atrophie cérébrale. L'altération de la circulation du liquide cérébro-spinal peut être mieux diagnostiquée grâce à des tests spécifiques comme la ponction lombaire ou le test de perfusion pour mesurer la pression intracrânienne. Le liquide cérébro-spinal est produit dans le cerveau et réabsorbé dans la circulation veineuse principalement à travers de petites granulations poreuses. Si les granulations sont perméables, leur résistance est faible et le liquide s'écoule librement. Schématiquement, lorsqu'elles sont perméables, les granulations peuvent être illustrées comme un barrage poreux qui maintient la pression intracrânienne dans une plage adéquate pour le bon fonctionnement cérébral. Mais si les granulations sont obstruées, l'écoulement du liquide cérébro-spinal est altéré en raison d'une résistance accrue. Le barrage est moins perméable, la pression intracrânienne n'est pas suffisamment amortie, ce qui peut endommager les fonctions cérébrales. Le test de perfusion montre que Marie a une circulation altérée du liquide cérébro-spinal. Son médecin pense que l'implantation d'une dérivation normalisera le flux de liquide cérébro-spinal. Le neurochirurgien choisit une valve ajustable afin de pouvoir adapter la résistance de la dérivation aux besoins de Marie. Grâce à la dérivation, Marie voit sa marche améliorée et retrouve une meilleure autonomie. Une solution hydrodynamique à un désordre de la circulation du liquide cérébro-spinal.
Je vais maintenant donner la parole au Dr Mendes qui va vous parler plus particulièrement de l'un des tests hydrodynamiques qui a été évoqué ici, les tests de perfusion. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous d'être là, bon appétit. Du coup, en effet, de mon point de vue, on va surtout parler des tests hydrodynamiques aujourd'hui. Pourquoi? Pour arriver à faire la part des choses en fait, entre l'hydrocéphalie chronique de l'adulte, le sujet principal du jour, et puis en fait toutes les autres maladies qui gravitent autour, dont le seul neurochirurgien n'a pas forcément la solution pour toutes les diagnostiquer, les identifier. Alors bien sûr, il y a la triade des troubles de la marche, les troubles des écosphinctériens, les troubles cognitifs, et puis beaucoup de pathologies similaires qu'on peut arriver à identifier comme neurochirurgien parce que c'est des pathologies vasculaires, l'artériopathie oblitéran des membres inférieurs ou cérébrales, l'arthrose rachidienne, les sténoses canalaires, les myélopathies, les neuropathies. Un petit peu plus subtil déjà, c'est les atrophies multisystématisées et puis certaines démences comme l'accord de Lewy ou les démences frontotemporales. On a tous à l'idée bien sûr la maladie d'Alzheimer, mais il ne faut pas oublier les syndromes dépressifs, les maladies de la prostate, les prolapsus génitaux et la iatrogénie. Donc tout seul neurochirurgien c'est un petit peu compliqué à identifier. Dans toute ville à ses conséquences en population, maintenant on a vu fleurir des ateliers pour les seniors, pour travailler l'équilibre, travailler la musculature, éviter les chutes. Ils sont souvent pilotés par les gériatres pour identifier les personnes qui auraient une solution une solution à proposer médicale ou chirurgicale ou autre comme traitement. Tout ça pour essayer et faire en sorte que la population ait un vieillissement normal et un bien vieillir. Alors on avait un peu tous le schéma de vieillissement avec par un coup à chaque nouvelle pathologie qui survenait. Ces choses-là ont un peu évolué et on parle préférentiellement maintenant en fait de vieillissement normal, de fragilité qui est un état réversible et puis bien sûr du handicap qui lui est un peu définitif. Alors la fragilité elle est définie par deux critères sur les 5 qui sont identifiés qui sont l'amaigrissement 10%, la diminution de la vitesse de la marche, la diminution de l'endurance et puis la sensation d'être avec une diminution de l'activité normale par rapport à ce qu'on voudrait être. Et en fait on se rend compte que sur les critères d'hydrocéphalie clinique, finalement la vitesse de la marche, la perte d'endurance et puis l'état d'asthénie qu'on pourrait relativiser sont présents dans ces critères de fragilité. Et c'est des choses qui sont potentiellement du coup curables. À ça, une étude récente que je vous ai mis quand même, la dérivation permet une amélioration des symptômes, de la vitesse de la marche, etc. Mais elle permet aussi une amélioration du nombre de chutes et la perte et la peur aussi de chuter. Et donc c'est des choses qui rentrent dans ces critères de fragilité dont on peut recorriger, repasser sur un vieillissement normal avec le traitement de l'hydrocéphalie chronique. Dernièrement, la volonté des autorités, c'est quand même d'organiser les parcours de soins pour les patients. Pourquoi? Pour autonomiser, améliorer l'utilisation des moyens, l'utilisation des ressources humaines, améliorer la qualité de vie des patients. Et donc c'est vraiment essayer d'organiser une transversalité entre les différentes disciplines avec la qualité de vie, la qualité des soins du patient au milieu. Le problème c'est que ces filiarisations comme ça, c'est un petit peu faire rentrer les patients dans une case, il faut que cette case soit précise, et malheureusement tout le monde ne rentre pas dans une case. Alors du coup, sur Annecy, on essaye de développer, de mettre en place un parcours patient plus fluide pour les gens qui souffrent d'hydrocéphalie chronique de l'adulte, afin que le médecin traitant qui pense à l'hydrocéphalie ait un accès un peu facilité à l'imagerie encéphalique, principalement l'IRM bien sûr, et orienter assez rapidement et facilement le patient au gériatre, au neurologue, éventuellement à l'urologue, et puis à partir de ce moment-là, réorienter les gens soit vers des pathologies très spécifiques si c'est un problème vasculaire ou une démence. Si on évoque le problème d'hydrocéphalie quand même en priorité, c'est réaliser une évaluation cognitive, les fonctions lombaires dépletives avec les épreuves de marche. Si en parallèle de ça, alors bien sûr si c'est positif, mais éventuellement si on est assez convaincu d'une hypothèse d'hydrocéphalie, d'adresser les patients au neurochirurgien pour qu'on réalise les tests hydrodynamiques, refaire les tests de marche, réévaluer après ces tests hydrodynamiques et les tests de marche, fonction lombaire déplétive,
Au domicile, les patients, s'ils sont vraiment bien améliorés, proposer la chirurgie et pas oublier la phase de réhabilitation-rééducation après la chirurgie. Alors comment réaliser test de perfusion? C'est pas si compliqué que ça si on réfléchit bien, c'est un peu pénible, c'est pas très neurochirurgical en termes de pratique opératoire, mais intellectuellement c'est assez intéressant. Plutôt au bloc opératoire pour ce qui se fait sur Annecy, un patient bien en décubitus latéral afin que on n'ait pas de différentiel hydrostatique qui fausse les résultats. Un enregistrement de la pression basale sur la ponction lombaire, la pression intratécale, sur une période relativement longue pour qu'elle soit bien stabilisée, pour s'affranchir de toutes les contraintes, stress que pourrait subir le patient et qui entraînerait une augmentation faussée de cette pression intratécale. La réalisation de bolus qui permet d'enregistrer des pics qui sont corrélés directement à ce qu'on appelle l'index pression volume, c'est-à-dire la compliance de tout le système. Et enfin, la mesure de la résistance à l'écoulement en perfusant un liquide à un débit constant au sein de l'espace intratécal et le différentiel du coup de pression entre le plateau qu'on finit par atteindre parce qu'à un moment la courbe se stabilise. Donc c'est la pression de plateau auquel on soustrait la pression basale, on divise par le débit qui est continu, on obtient une résistance à l'écoulement dans un système fermé en tout cas. Qu'est-ce que mesure un test? Le test d'hydrodynamie du LCS, il mesure plein de choses en fait. Il ne mesure pas seulement du liquide. Il mesure du liquide dans une boîte fermée, avec des méninges qui sont plus ou moins élastiques. Bien sûr, il y a l'atrophie cérébrale. Pas oublier la rigidité des vaisseaux et du cerveau avec l'âge qui augmente progressivement. S'il y a des plaques d'athérome sur les artères, c'est encore pire. Le liquide il circule dans les espaces arachnoïdiens qui avec l'âge s'épaississent progressivement. Et puis bien sûr, il y a la diminution de la résorption passive du liquide cérébrospinal. Et en fait, il faut aller encore au-delà avec la résistance veineuse qui est prise en compte dans ces tests de perfusion. Du coup, on se retrouve avec un ordre décisionnel. La suspicion clinique qui est faite avec l'imagerie, l'épreuve de marche à la ponction lombaire déplétive et puis les épreuves cognitives. On essaie de confirmer, et encore une fois c'est malgré tout un petit peu relatif, avec le test de perfusion, qui est positif ou négatif. On revoit tout ça entre les gériatres, le neurologue, le neurochirurgien pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres hypothèses et puis être sûr que la valve rendra réellement service au patient. On propose ça au patient à sa famille, il accepte, il n'accepte pas. Et puis, s'il y a acceptation, bien sûr, la chirurgie, mais derrière, c'est un suivi qui s'impose à une phase de réhabilitation, de rééducation qui est importante. Du coup, dans notre cohorte d'Annecy, on a 79 tests de perfusion, presque un tiers, pas tout à fait un tiers de tests négatifs, donc une sélection préalable quand même des patients. Et puis, si vous regardez bien, il y a quand même des gens qui ont une ponction lombaire déplétive, à qui j'ai fait des ponctions lombaires après, parce qu'il y avait au moins un effet placebo à la ponction lombaire ou parce qu'il y avait quand même une amélioration clinique. Et dans les tests positifs, bien sûr, quelques PL parce que les gens ont refusé la chirurgie, parce que grand âge, parce que plein de choses. Une majorité de dérivation ventriculo-péritonéale ou atriale. Une DLP parce que la patiente avait le cœur chevelu complètement inaccessible à cause de carcinome basocellulaire et quelques ventriculocystomastomies. Donc bien sûr, pathologie du sujet âgé, quelques décès, là aussi des perdus de vue qui sont, on va dire, relativement acceptables pour une vingtaine de pourcents pour les gens qui ont vraiment une hydrocéphalie chronique de l'adulte et de leur dérivation. Donc sur la population, sans surprise, c'est des gens âgés, 70 ans de moyenne, plutôt du sexe masculin alors qu'on sait qu'il y a une prédominance féminine, je ne sais pas pourquoi. Et puis, principalement dans l'accord des tests de perfusion, plutôt l'hydrocéphalie chronique, quelques hydrocéphalies obstructives, et puis toute la pathologie hydraulique qu'on peut connaître, que ce soit en post-trauma crânien, hémorragie arachnoïdienne, des choses comme ça. Alors, ça reflète le nombre de tests hydrodynamiques, pas le nombre de valves qu'on pose, puisqu'il y a des gens qui ont une hydrocéphalie évidente, par exemple, pas pour une hémorragie ménagée, et ces gens-là, on ne leur fait pas de test de perfusion, on les donne la dérivation directement. Les symptômes cliniques, on retrouve quand même à base de troubles de marche, troubles de cognition et les symptômes urinaires. Si vous regardez la vraie triade de Hakim, elle est quand même pas présente au même niveau chez beaucoup de patients.
Et puis, comme vous avez vu dans le tableau, quelques hydrocéphalies qui ont un test de perfusion mais qui ne correspondent pas à l'hydrocéphalie chronique de l'adulte. Et sans surprise, on retrouve des troubles assez classiques dans ces cas-là. Les maux de tête, des troubles visuels aussi. Et puis des choses un peu plus aléatoires. Alors l'épilepsie, ça peut être fréquent chez des gens qui ont une hydrocéphalie très ancienne, qui ont une recrudescence des crises parce que leur dérivation ne fonctionne plus. Des choses un peu plus subtiles. Donc le suivi médian, je vous ai dit, c'est autour de 2 ans. De la cohorte des tests hydrodynamiques. 45% sur les gens qui ont des tests de perfusion, 45% de perdu de vue globalement, mais il y a beaucoup de gens qui ont des tests des personnes qui ont des tests de perfusion négatifs et qui n'ont pas été suivis par la neurochir, bien sûr. Et puis donc 25% pour les gens qui ont l'hydrocéphalie chronique avec un traitement vraiment neurochirurgical. Donc le suivi n'est pas très régulier en fait, les gens ils viennent quand ça va pas, quand ça va bien on leur dit bien qu'il faut venir une fois par an, une fois tous les 18 mois, donc ça donne des courbes comme ça un petit peu aléatoires, et en fait dans les colonnes à 1 an, c'est pas forcément tout à fait les mêmes qu'il y a 2 ans ou 3 ans. L'évolution clinique avec une dérivation après un test de perfusion est quand même relativement bonne. Donc 29 sur 45, la moyenne, c'est-à-dire que les gens avaient une amélioration mais ne la trouvaient pas très flagrante et le clinicien non plus, quelques-uns, et puis quand même malgré tout des gens qui ont avec la dérivation donc aucune amélioration. Et puis donc cette efficacité clinique malgré tout elle diminue dans le temps avec une redégradation progressive. Si on regarde un peu symptôme par symptôme, l'amélioration sur la marche et la cognition c'est pas mal. L'amélioration sur le trouble urinaire, c'est peut-être un peu moins bien. Et puis, comme je vous disais, par exemple, les troubles psychiatriques ou les troubles visuels chez des gens qui avaient des problèmes d'hydrocéphalie qui étaient autres, sans surprise, ils sont éloquents. Et par contre, quand on a des écouphènes et des vertiges, on peut bien mettre une dérivation. Même si le test il était positif, on n'a pas une chose très extraordinaire. Ce qui est assez drôle, c'est que Eric Schmidt, et c'est vrai qu'il faut le remercier parce qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais du coup, on nous présente un peu ses résultats, il nous a donné l'autorisation. Finalement il a fait un peu le même schéma que moi sans qu'on soit concerté. Il est plus vieux que moi et du coup il a plus de patients, mais il a depuis longtemps sur Toulouse organisé une pseudo-filière comme ça aussi avec des gens qui ont une évaluation clinique un peu multidisciplinaire, le test de perfusion qui est fait, la chirurgie et puis un suivi assez rigoureux. Et lui il avait gradé comme ça 3 catégories, il en avait rajouté une pour les gens qui se dégradaient aussi en dessous des symptômes qu'ils avaient avant la dérivation. Si on regarde ces résultats, qui sont du coup un peu plus larges du fait de la population plus importante, pour la marche, il y a une amélioration assez nette et constante. Elle se redégrade progressivement, mais on n'arrive jamais à atteindre le niveau antérieur à avant l'intervention, et ça à 6 ans. C'est malheureusement un peu moins vrai pour la continence où il y avait une amélioration, mais à 3 ans, en fait, les gens se retrouvent avec une évaluation à peu près identique à la sensation et à la gêne qu'ils avaient avant la dérivation. Mais l'échantillon, vous voyez, c'est élargi, donc c'est des résultats qui sont assez hétérogènes sur le long terme. Et puis, pour la cognition, des résultats qui s'améliorent juste après la dérivation, moins que urinaire ou marche. Et à 2 ans, les gens se retrouvent avec un état cognitif qui semble être assez identique à ce qu'ils avaient avant la dérivation. Bien sûr, on a des complications, il ne faut pas les oublier. Donc il y a des problèmes mécaniques qui sont décrits, une partie qui est en péri-opératoire, post-opératoire immédiat, qui sont réellement des problèmes de procédure chirurgicale, et puis d'autres qui surviennent plus tardivement, et on a tous l'occasion de reprendre des dérivations parce qu'elles se sont obstruées, parce qu'elles se sont déconnectées. Des fois parce qu'on ne sait pas, mais en tout cas, elle ne marche plus. Et plus on va dans le long terme, et plus le nombre de patients repris à long terme augmente, et puis on se retrouve avec des complications sur le long terme et des taux de révision qui sont quand même à 40% après 20 ans d'évolution. Quelques céphalées, c'est assez classique. Faites pas là. Bon, voilà, ça s'est arrêté, donc c'est bien. Des douleurs abdominales. Et puis des complications générales. Alors il y avait une thrombose, mais j'ai une thrombose chez une patiente qui avait une maladie prothrombotique qui était identifiée dans la famille, mais pas chez elle. Et puis elle a tout thrombosé sa jugulaire, enfin jusqu'à la veine cave, la sous-clavière quand même, n'exagérons rien. Donc le nombre de révisions, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, 24% chez Annecy. Annecy, ça existe depuis 12 ans maintenant, donc un peu en dessous de
population d'hôpitaux en France et dans le monde d'ailleurs, qui est à 40% sur des séries assez longues. Et puis, une chose assez importante, c'est que régulièrement, il faut vérifier les valves et les re-régler parce que les gens se dégradent. Et à ce moment-là, on est assez tenté, même s'il n'y a pas forcément de substratum, de diminuer un petit peu le niveau de résistance de drainage et puis espérer que les gens se réaméliorent comme ça. L'autre problème, vous voyez Marie qui a retombé après qu'elle ait arrosé ses fleurs debout sur sa chaise là. Et donc, il faut arriver à un moment à identifier est-ce que c'est la maladie qui évolue, et puis en fait, on ne va pas avoir de solution avec une dérivation, ce sera plutôt de la rééducation, de l'entraînement, etc. Ou est-ce que c'est un problème mécanique de la valve qu'on ne peut pas identifier facilement parce que l'imagerie c'est la même, les radios c'est tout bien connecté, il n'y a pas de fond d'œil, il n'y a pas eu de choses non plus intercurrentes, que ce soit, je sais pas, un AVC ou une autre pathologie qui soit grevée, puis c'est des gens âgés. Du coup, on arrive à faire des tests de perfusion avec la valve en place. Donc, nous, on a fait ça sur une douzaine de patients. Et puis, les critères de révision de la dérivation dans ces cas-là, c'est une résistance qui se remet à être très haute, surtout si on a un test d'hydrodynamie avant, ça c'est l'idéal. Donc, supérieur à 12, c'est le critère qu'on obtient qu'on adopte communément. Ou alors une pression d'ouverture de pression basale qui est haute, au-delà de 20. Ou alors même supérieur ou un peu supérieur à la pression d'ouverture de la valve, il faut prendre en compte la résistance du cathéter. Sur ces 12 patients, à chaque fois qu'on avait un problème, la résistance était élevée. La pression basale était variable, des fois elle était haute, des fois elle était basse, mais à chaque fois la résistance était élevée. Et puis si vous regardez chez ces personnes à qui on a changé la dérivation, il y en a un certain nombre, c'est quand même la majorité, même s'il n'y a pas full dans la cohorte, qui ont une amélioration clinique. Quelques-uns qui ça n'a pas changé grand-chose, et puis il y en a un en particulier qui a poursuivi sa dégradation clinique, et en fait, même s'il avait une résistance qui s'était réélevée avec sa dérivation, en fait il avait une atrophie multisystématisée. Voilà, ça c'est les échecs finalement de nos traitements de l'hydrocéphalie avec la dérivation. Il ne faut pas oublier que l'hydrocéphalie chronique de l'adulte, ça reste une pathologie du vieillissement, c'est une pathologie évolutive. C'est le graphique qu'a présenté tout à l'heure Valérie avec un état qui potentiellement, on arrive trop tardivement et les symptômes ne sont plus réversibles. D'où l'idée de vraiment construire une filière multidisciplinaire gériatre, neurologue, neurochir, pour essayer de les identifier assez rapidement, pour pouvoir les traiter à un stade encore réversible. Je suis un adepte de la rééducation après le traitement. Ces gens-là, le plus souvent, soit ils ont un encadrement familial qui est vraiment costaud et on peut s'appuyer dessus, mais sinon il ne faut pas les hésiter à envoyer en rééducation pour retravailler la marche, leur redonner la confiance. L'outil chirurgical a permis de l'améliorer, mais ça ne suffit pas. Et puis, une autre des causes des tolérances malgré tout, même si tout le monde veut bien vieillir en France, on a une certaine tolérance du handicap vis-à-vis des sujets âgés, en disant, il est vieux, à plus de 80 ans, ça commence à être normal, à qu'il soit moins autonome. Voilà, merci. Petit message à retenir. Les faisceaux d'arguments pour l'hydrocéphalie chronique, c'est pas juste de la clinique, c'est pas juste de l'imagerie. Et l'importance, comme je vous disais, de filiariser la population. En plus, ça obtiendra peut-être du budget pour les hôpitaux, puisqu'il faudra parier que dans 2-3 ans, les rémunérations des établissements comme de santé se seront un petit peu modifiées avec l'abandon de la CCAM. Je vais laisser la parole à Fanny Dénommé, notre neuropsychologue, pour votre dessert. Vous allez voir, c'est délicieux. Bonjour, donc je vais vous présenter l'apport neuropsychologique dans la prise en charge des patients ayant une hydrocéphalie chronique de l'adulte. Historiquement, Adams et Hakim avaient décrit l'hydrocéphalie comme une démence chirurgicalement curable. Les signes cognitifs cliniques seraient en rapport et explicables par un dysfonctionnement des structures sous-corticales périventriculaires. Et ces troubles cognitifs correspondraient vraiment à un tableau plutôt fronto-sous-cortical.
Il y a à l'heure actuelle très peu d'études neuropsychologiques qui sont précises sur la nature et la prévalence des troubles, malheureusement. Par contre, on a quand même pu trouver quelques données. Par exemple, DeVito et collaborateurs en 2005 qui montrent la prédominance d'un syndrome dysexécutif cognitif et comportemental. Tout à l'heure, je vous expliquerai ce que c'est. Un ralentissement psychomoteur global est classiquement retrouvé également chez ce type de patient. On a également une atteinte mnésique, donc de la mémoire, au niveau du stockage de l'information. Et on retrouve sur les différentes épreuves, les différents tests neuropsychologiques qu'on leur propose, un déficit du rappel immédiat, des rappels libres avec une normalisation par l'indiciage. Donc si on aide le patient, on lui donne des indices, il arrivera à retrouver en mémoire l'information. Et une bonne reconnaissance des informations données, ça c'est quelque chose qui est préservé en mémoire chez ces patients. Il y a une étude un peu plus récente qui montrerait chez à peu près 6,1% des patients hydrocéphales des troubles au niveau neurovisuel, donc visio-constructifs et visio-spatiaux. On reviendra après dessus également. Et Quito et collaborateurs ont également montré chez 73,4% des patients des troubles psychocomportementaux caractérisés donc par une apathie et souvent une perte d'intérêt pour les activités de la vie quotidienne qu'ils pouvaient réaliser auparavant de manière autonome. Une fatigabilité cognitive est également très souvent retrouvée et parfois une tendance dépressive. Donc le bilan neuropsychologique, c'est quoi? Qu'est-ce que la neuropsychologie? Donc c'est une discipline qui traite des rapports entre les fonctions psychologiques supérieures et les structures cérébrales. Dans notre service de neurochirurgie, l'idée c'est d'identifier les altérations cognitives en lien avec une lésion cérébrale. On évalue différentes fonctions cognitives, donc tout ce qui est exécutif, les différentes mémoires, les capacités d'attention, de concentration, les fonctions instrumentales, donc c'est le langage, ce qu'on appelle les praxies, les gnosies, toute l'analyse neurovisuelle et ce qu'on appelle également la cognition sociale. Donc nous, en tout cas chez les neuropsychologues, on a une façon à nous un petit peu de cartographier le cerveau où on sait que les différents lobes ont des fonctions qui sont plus ou moins dévolues, notamment par exemple les structures frontales qui gèrent plus nos capacités à tous d'attention, de concentration, les fonctions exécutives, de même au niveau temporal où la mémoire est davantage impliquée. Au niveau de l'évaluation neuropsychologique, donc dans la prise en charge des patients avec suspicion d'hydrocéphalie chronique, l'idée du bilan neuropsychologique, c'est une démarche d'aide au diagnostic de l'hydrocéphalie dans un cadre pluriprofessionnel et dans l'idée d'argumenter la nécessité ou pas d'une dérivation. Donc nous, ce qu'on fait avec le docteur Mendès, c'est de réaliser l'évaluation cognitive systématiquement avant le test de perfusion. On ne se concertait pas pour ne pas s'influencer l'un l'autre sur les résultats de chacun. Et l'idée, c'était vraiment d'identifier ces altérations cognitives, émotionnelles et comportementales. Pour cela, donc, on utilise des tests qui sont standardisés, qui sont normés en fonction de l'âge du patient, de son niveau socio-culturel et de son sexe. On prend également en compte ses antécédents et voilà, les suspicions ou les pathologies qu'il a pu avoir ultérieurement pour justifier du choix de nos tests. À l'heure actuelle, au niveau international, il y a une absence totale de consensus sur l'utilisation d'un bilan neuropsychologique classique pour identifier les hydrocéphalies chroniques de l'adulte. Alors, donc, qu'est-ce qu'on bilance? C'est tout d'abord les fonctions exécutives. Donc, les fonctions exécutives, c'est essentiellement géré par la partie frontale de notre cerveau. C'est les capacités qui sont nécessaires à une personne pour s'adapter à des situations nouvelles, non routinières. Par exemple, vous avez l'habitude tous les jours de prendre le même trajet pour aller au travail. Ce jour-là, il y a un accident, il faut prendre un autre chemin. Comment on s'adapte et comment on agit en fonction. Donc, il y a différentes fonctions exécutives, les capacités de planification, d'organisation. Ce qu'on appelle la flexibilité mentale, c'est la capacité d'alterner
une tâche puis une autre de façon simultanée. Ce type-là de patient qui présente des troubles de flexibilité mentale, cliniquement, on retrouve souvent des persévérations dans le discours, une forme de rigidité mentale où on a beaucoup de difficultés pour leur faire changer d'avis, intégrer un autre point de vue. On regarde aussi les capacités d'inhibition, désinhibition chez ces patients-là. Je vous montrerai les tests tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont une dépendance à l'environnement? Est-ce qu'ils ont des intrusions dans leur discours qui peuvent paraître parfois incohérents? C'est souvent aussi des patients qui peuvent, quand ils sont très désinhibés, paraître très vulgaires, très familiers. On évalue aussi la mémoire de travail, ce qu'on appelle l'évocation lexicale, quel est notre débit de langage dans un temps donné sur une discussion spontanée, et on vérifie s'il y a un ralentissement idéomoteur. Donc on intègre une idée, on passe à l'action et on réalise cette action dans un temps donné. Et ensuite on vérifie tout ce qui est comportemental, émotionnel. Si on a la famille à proximité, on l'interroge tout le temps parce qu'ils peuvent quand même être source d'informations importantes au niveau de l'apathie, de l'impulsivité et au niveau du comportement social. Donc au niveau des tests, c'est un léger panel de ce qu'on peut proposer. Donc au niveau exécutif, par exemple, les séquences de l'URIA, on leur présente un modèle et on leur demande de continuer ce modèle-là. Donc là, c'est pour voir s'il y a des persévérations graphomotrices. On voit sur les petites accolades en dessous qu'ils ont tendance à persévérer alors qu'ils ne devraient pas le faire. Ce test-là, ça s'appelle le test des codes. Donc on leur présente des chiffres avec des symboles et on les chronomètre, on leur donne 2 minutes et on leur demande dans un temps donné de réaliser le plus de séquences possible. Et tout ça, à chaque fois, c'est normé en fonction de leur âge, par exemple, pour le test des codes. Et ça nous permet de dire si, par rapport à son groupe de référence, la personne est déficitaire ou non. Au niveau de la flexibilité mentale, on a le test qui s'appelle le Trail Making Test, où on leur demande d'alterner un chiffre puis une lettre de façon croissante et ordre alphabétique, donc soit à l'oral, soit en forme écrite. Au niveau de la mémoire à court terme, on leur donne des séries de mots, on les fait répéter comme un perroquet, à l'endroit et ensuite à l'envers. On fait la même chose en visuel, on évalue toujours les deux modalités, visuelle et auditive. Pour les capacités de planification, on a différents tests qui existent. La figure de REC est relativement connue où on leur demande en copie de reproduire cette figure-ci. Donc on voit chez des patients plutôt dégradés des difficultés plus importantes de programmation plutôt en haut à droite. Chez les personnes plus âgées, on utilise le test des horloges parce que pour certains tests, et chez les personnes très âgées, nous n'avons pas suffisamment de normes, donc on doit changer nos tests. Ce qu'on appelle aussi la tour de Londres. Alors par exemple, c'est un test qui est peu utilisé chez les patients qui ont des antécédents de trauma crânien. On sait que c'est un test qui n'est pas très sensible et d'autant plus si le niveau intellectuel est très bon. Et le plan du zoo, on leur fait imaginer qu'ils vont visiter un zoo, on leur demande d'organiser leur visite en tenant compte de plusieurs contraintes. Ensuite, au niveau de l'inhibition, alors c'est un test qui est souvent connu. Donc là, on leur demande, si vous voulez, essayer de lire, de s'empêcher de lire le mot, mais de nous donner à l'oral la couleur de l'encre qui est perçue. Donc par exemple, sur la première ligne, il faut dire bleu, rouge, vert, voilà, etc. Et on leur demande d'aller le plus rapidement possible. Pour ceux qui veulent tester leur fonction cognitive, je vous laisse 5 minutes. C'est tout bon, tout le monde y arrive. Je vais faire peur à tout le monde en sortant. Au niveau de la mémoire, donc il y a plusieurs mémoires. Donc c'est notre capacité d'enregistrer des informations venant de nos propres expériences, des événements de vie. L'idée, c'est de les conserver et de les restituer sous forme de souvenirs, de savoir et d'habileté. Donc il existe plusieurs formes et modalités. Donc la mémoire, elle est à la fois visuelle et auditive. Donc on a tout d'abord la mémoire à court terme et de travail. En fait, on demande à la personne de mémoriser et retenir une information sur un court laps de temps inférieur à 1 minute. Par exemple, vous passez un coup de fil pour prendre rendez-vous chez le médecin. On vous dit, vous avez rendez-vous jeudi 16 mars, 16h. C'est le temps de retenir l'information pour ensuite la noter sur votre agenda. La mémoire à long terme, c'est un processus plus long qui dure sur des jours, des semaines, des mois, des années.
Au niveau de la mémoire à long terme, donc là, il y en existe encore d'autres. Je vous montre les plus importantes. Il y a ce qu'on appelle la mémoire procédurale, qui est souvent très longtemps préservée, et également même après une lésion cérébrale acquise. Donc c'est la mémoire des gestes, des actions, savoir faire du vélo, du piano, etc. La mémoire sémantique, c'est nos connaissances encyclopédiques, les connaissances générales, ce qu'on a acquis lors de notre scolarité. Et la mémoire épisodique, donc c'est l'apprentissage de choses nouvelles dans un contexte donné, comme par exemple des événements de vie, des faits personnels. Donc là encore, pour les tests, on a ce qu'on appelle le test des portes. On leur présente 12 portes pour commencer. On leur demande ensuite, parmi un choix de 4 portes, laquelle ils ont vu. Et donc ça, on leur demande immédiatement et avec du délai. C'est un test qui est très sensible aux lésions hippocampiques notamment. La figure de rein, on la redemande une demi-heure après. Donc on leur demande de refaire cette figure-là. Et après, on a d'autres tests, notamment des scènes visuelles. On a une grosse batterie qui s'appelle la MEM, où on leur demande d'analyser des scènes, de s'en rappeler. Au niveau auditivo-verbal, on leur raconte une histoire. On leur redemande de la raconter avec le plus d'éléments immédiatement après et une demi-heure après. Parfois, on a des tests quand on est très très vicieuse, on leur demande de nous restituer l'histoire une semaine après, voire ou quelques jours après. Et puis, on a un test qui est relativement connu et très utilisé dans nos pratiques, c'est le RLRI-16. C'est un test qui est très intéressant parce qu'on étudie aussi toutes les sous-composantes de la mémoire, donc l'encodage, le stockage et la récupération. Au niveau des fonctions instrumentales, donc c'est ce qu'on a essayé de bilanter tout ce qui était de l'ordre du neurovisuel. Donc ça traite, en fait, c'est le traitement des capacités visuelles et spatiales, donc tout ce qui est visio-perceptif, donc c'est ce qu'on appelle l'analyse et la synthèse visuelle, et tout ce qui est visio-spatial. Donc au niveau de la synthèse visuelle, on leur montre toute une série de lettres, par exemple, et on leur dit les lettres sont incomplètes. Dites-nous ce que vous percevez. On a des objets qui sont cassés également et on leur demande de reconstituer, de nous dire quel objet ils perçoivent. Au niveau de l'analyse visuelle, on leur demande de percevoir en 3 dimensions combien de cubes sont présents dans l'image. Et pareil, sur des images enchevêtrées, combien y a-t-il d'objets parmi l'ensemble. Au niveau de la localisation spatiale, par exemple, ce test-là fait partie de la batterie VOSP. On leur demande d'imaginer qu'ils superposent le carré du bas sur le carré du haut et ils doivent nous dire sur quel chiffre est censé tomber le point noir. C'est de la torture, nos bilans. Au niveau des résultats observés, donc à Annecy, on a réussi à collecter entre 2015 et 2022 des données sur 23 patients ayant à la fois un bilan neuropsychologique complet et un test de perfusion. L'âge moyen était de 65 ans, donc la personne la plus jeune avait 18 ans, la plus âgée 83 ans bien tassés. On avait 8 femmes et 15 hommes, depuis on a eu 15 décès et avec différents types d'hydrocéphalie. Donc il y avait 15 hydrocéphalies typiques, 2 sténoses de l'aqueduc, 5 secondaires, donc dues trauma crânien, hémorragie ménagée ou une complication à la post-accouchement. Et on a une personne où le type d'hydrocéphalie était non connu. Voilà. Et puis dans notre échantillon, on a quand même eu une personne qui a été évaluée au niveau cognitif en post-test. Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, au niveau cognitif, systématiquement, les personnes présentaient des scores pathologiques au test des codes, donc ils avaient tous un ralentissement idéomoteur. Ça, c'était vraiment l'élément systématique. Ils avaient quasiment tous un score déficitaire au test exécutif de flexibilité mentale, de planification. Au niveau, donc les fluences verbales, c'est l'évocation lexicale, et on retrouvait également un trouble d'inhibition. On avait également un score pathologique sur des épreuves de mémoire épisodique auditivo-verbale. L'épreuve la plus sensible, c'était l'histoire de la BEM, c'était la petite histoire que je vous ai projetée en haut à droite. Par contre, on a quand même retrouvé des fonctions qui étaient aussi préservées. Globalement, l'orientation temporo-spatiale était plutôt correcte. Contrairement à certaines données de la littérature, on a trouvé peu de troubles neurovisuels. Et le peu de patients qui en avaient, c'était des personnes qui avaient dans les antécédents un AVC.
La mémoire à court terme auditive et visuelle était globalement bien préservée. Et la mémoire rétrograde, c'est la mémoire des choses anciennes qu'on a accumulées avant l'apparition des symptômes ou avant une lésion cérébrale acquise. Imaginons un traumatisme crânien, un AVC qui est survenu, qui est venu effracter le parcours de vie de la personne. Et voilà, cette mémoire-là, avant, est globalement bien et intègre. Donc au niveau de nos résultats, qu'est-ce qu'on constate? Donc on avait 8 patients qui présentaient un test de perfusion positive avec au moins 2 valeurs positives et qui avaient également un bilan neuropsychologique positif. Donc ces 8 patients ont été alors sur les 8, il y en a 7 qui ont une dérivation péritonéale et une qui a une ventriculocysternostomie. Et l'efficacité était bonne chez ces 8 patients. Ensuite, au niveau du bilan neuropsy, on avait également donc un patient qui avait un test positif avec un test de perfusion douteux qui a été valvé et qui montre une bonne efficacité. On en a 2 qui ont eu un bilan neuropsy positif avec un test de perfusion négatif, pour autant ils ont été valvés, l'efficacité était bonne. 2 ont été valvés avec une efficacité non significative et une personne n'a pas été valvée. Au niveau des bilans neuropsy douteux, on a une personne qui présentait un bilan où il était très difficile de pouvoir statuer. Le test de perfusion était également douteux. Pour autant, la personne avait été dérivée, l'efficacité n'était pas forcément correcte, efficace. Et puis on a une personne avec un test de perfusion négatif et un bilan neuropsy douteux qui a été valvé et qui a montré une bonne efficacité. Ce qu'on retrouve aussi, c'est sur les bilans neuropsy non significatifs, on a donc suite à ça, la décision a été prise pour 3 patients de ne pas les valver. Une personne avait déjà une valve en place et au final, on s'est rendu compte que sa valve, elle fonctionnait bien. Et une personne a été valvée, l'efficacité était plutôt moyenne. Voilà. Donc, et on avait aussi également une personne avec un bilan neuropsy qui était très très significatif. Le test des perfusions était, les 3 valeurs étaient à la limite du déficit et cette personne a été valvée et l'efficacité était très bonne au niveau de la valve. Et puis on a eu une personne avec un bilan neuropsychologique très douteux et pour autant ça on peut l'expliquer par le fait que cette personne avait un diagnostic récent de maladie de Parkinson et un antécédent de rupture d'anévrisme. Voilà. Donc on a essayé il y a à peu près 1 mois, on a proposé au sein du service d'envoyer un questionnaire post-pose de valve aux patients, à la fois en auto-questionnaire et en hétéro. Alors pourquoi en hétéro? Pourquoi avoir l'avis de la famille? Parce qu'on sait qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'anosognosie chez les patients qui ont une lésion cérébrale, qui a une absence de prise de conscience des difficultés. Donc c'est pour ça qu'on essaye aussi d'avoir le retour des proches. L'idée c'est de voir quel est leur degré de satisfaction par rapport suite à la pause de dérivation sur leur état général global au niveau cognitif. Ensuite on a détaillé au niveau cognitif et au niveau de la qualité de vie. Donc on vient de commencer cette démarche. Pour l'instant, on n'a eu que 3 retours. Les retours sont plutôt globalement satisfaisants. On a des notes entre 4 et 5. On a juste une personne au niveau cognitif qui nous a mis une note à 3. Donc 0, c'est pas du tout satisfait et 5, très satisfait. Donc là, c'est en cours. Voilà. Donc ce qu'on peut un petit peu discuter, c'est nous, on aurait apprécié pouvoir avoir un échantillon d'une plus grande taille et malheureusement on a eu aussi des patients dans le suivi post-op qui ont été perdus de vue. Donc voilà, ce qu'il ne faut pas oublier et prendre en compte, c'est la variabilité dans notre échantillon du type d'hydrocéphalie et la présence de comorbidité. C'est ce que je disais notamment pour le bilan neuropsy douteux, peut-être que ça a eu un impact.
Voilà, donc le bilan neuropsychologique en post-test de perfusion, on s'est rendu compte que cette personne-là, elle avait un bilan qui était au niveau cognitif qui était plutôt positif, et un peu l'hypothèse qu'on avait, c'était que le fait que du test de perfusion, il y ait une petite perte de liquide, et finalement peut-être que cette personne a été améliorée, ce qui nous fait dire qu'il faut vraiment les bilanter avant le test de perfusion. On peut aussi relever qu'il y a peut-être une variabilité de l'examinateur. Il y a 9 patients qui ont été évalués par une autre neuropsychologue que moi. Donc, enfin voilà, j'ai quand même eu accès aux résultats, mais on n'a pas aussi l'aspect clinique et on n'a pas toutes les mêmes préférences pour l'utilisation de certains tests. Et on sait aussi qu'on a des biais entre les épreuves neuropsychologiques choisies. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour une fonction, on est obligé parfois d'utiliser un test ou un autre en fonction des normes qu'on a à disposition, de l'âge du patient, de son niveau intellectuel global. Donc, ce qui fait que, par exemple, pour un test de planification, il y a une personne qui aura eu ce qu'on appelle le test de l'horloge et l'autre aura eu, par exemple, le test des commissions. Mais pour autant, on évalue quand même la même fonction. Donc, ce qu'on peut dire de tout ça, c'est qu'il y a vraiment un intérêt important de faire une évaluation pluridisciplinaire et de croiser nos regards. Voilà, ce qui serait idéal pour nous, c'est de pouvoir systématiser le bilan neuropsychologique en pré-test de perfusion et ensuite en post-test pour assurer une qualité de suivi à distance. Et voilà, ce qu'on retient aussi, c'est l'intérêt d'une filière de soins pour mieux identifier les patients et mieux les suivre en post-chirurgie, à la fois au niveau sanitaire et ensuite au niveau médico-social. Merci. Je vais apporter juste la conclusion, le mot de la fin. Donc on a vu le réel apport des tests hydrodynamiques dans le diagnostic de l'hydrocéphalie chronique de l'adulte. On vient de voir qu'il y a une possible corrélation entre une présentation neuropsychologique complète et une altération de l'hydrodynamique cérébrale par rapport à la concomitance de résultats positifs au shunt. Alors évidemment, tous les questionnements ne sont pas levés, on n'a pas résolu tous les problèmes, enfin on ne sait pas encore tout, d'où la pertinence de poursuivre l'utilisation des tests qui se développent dans différentes disciplines, de tout mettre ça en commun pour améliorer la compréhension de tout ça et évidemment améliorer le traitement des patients. Voilà, je vous remercie de votre attention et maintenant on peut vous laisser la parole si vous avez d'éventuelles questions. Nous sommes à votre disposition. Je vous remercie pour votre présentation. Alors concernant les caractéristiques de vos patients qui ont eu une ventriculocysténostomie, dans votre expérience, est-ce qu'il y avait, je suppose qu'il y avait eu une symptomatologie qui était en faveur d'une hydrocéphalie à pression normale, mais l'imagerie n'était peut-être pas en faveur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'imagerie, donc un aspect classique d'une hydrocéphalie qui soit communicante. C'est ce que je me dis. Et est-ce que dans votre population, après la ventriculocysténostomie, il vous est arrivé d'avoir des échecs? Et est-ce que vous avez opté en seconde intention pour une dérivation? Et ensuite, vous faites, je suppose, systématiquement lors des tests une ponction soustractive. Et quelle est la quantité à peu près de liquide cérébrospinal que vous enlevez? Et comment est-ce que vous évaluez un peu l'amélioration après les tests? Merci. Alors pour la quantité de liquide enlevée, finalement c'est assez classique, c'est entre 30, 40, parfois un peu plus même de liquide si vraiment ça coule bien. Il ne faut pas oublier que c'est des gens qui sont en position allongée. L'évaluation, alors parfois il y a la commission avant, ça reste sur une nouvelle épreuve de marche en fait. Donc les patients sont vus par le kiné avant, avec la marche sur 1 minute, le demi-tour, on calcule le nombre de pas, et pareil après. Juste après, des fois on a quand même des surprises après le test de perfusion, il n'est pas rare que la marche ne s'améliore pas forcément si on fait les choses un peu précoces.
on est un peu poussé par l'hôpital pour laisser sortir les gens assez vite. Et c'est vrai que si les gens ont leur test de perfusion et que 2 heures après on leur fait l'épreuve de marche, elle est souvent un peu moins bonne. Et en fait, on se base plus sur l'épreuve de marche qui avait été faite sur les ponctions lombaires déplétives auparavant. Pour ce qui est des ventriculo-cysternostomie, en fait, donc dans la cohorte, il y a l'hydrocéphalie à pression normale de l'adulte, mais il y a aussi un certain nombre d'autres hydrocéphalies. En fait, il s'agit de suspicion de sténose de l'aqueduc, pas chez des gens jeunes qui décompensent un peu brutalement, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire la ponction lombaire, etc., mais sur des décompensations un peu chroniques. Et en fait, c'est autant pour avoir des arguments pressionnels, mais pour le futur, peut-être d'ailleurs, de mettre une valve en effet, mais avec en première intention le traitement de la ventriculo. Et finalement sur ces 6, la ventriculo a assez bien fonctionné et pour l'instant j'ai jamais mis la valve, mais c'est susceptible d'arriver potentiellement. Il y a Marc ici. Oui, juste pour les ventriculos, en fait on a un pattern quand même sur l'IRM qui est différent entre l'hydrocéphalie communicante et non communicante. On a les anomalies de répartition du LCS dans les communicantes, et pas d'obstacle, et dans les non communicantes, on a souvent le plancher du V3 qui est aminci, qui est abaissé, les sillons qui sont complètement raréfiés. Et moi j'ai déjà fait les ventricules dans ce contexte-là, même sans sténose de l'aqueduc, en disant il doit y avoir des membranes autour du trou en fait qu'on n'arrive pas à voir, mais on n'a que les signes indirects en fait. Et souvent ça fonctionne quand même bien au niveau clinique, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns pour lesquels ça peut marcher. Je n'ai pas forcément passé le pas pour ces hydrocéphalies, mais c'est vrai, voilà. Alors l'imagerie est importante. Hein, l'imagerie elle est essentielle et il y a un truc qui est bien, quand il y a des anomalies de répartition du LCS au niveau des sillons et l'angle calleux, c'est vraiment 2 choses assez faciles à mesurer. Et même pour le suivi des valves, l'angle calleux, ça va être extrêmement vite à calculer. Et des fois, on a 15-20 degrés de différence avec des sillons qui sont réapparus. Même quand les patients ne sont pas parfaitement améliorés au niveau clinique, au moins on est rassuré. On a dit, voilà, c'est pas aussi bien que ce qu'on espérait, mais enfin, en tout cas, on a des signes indirects de bon fonctionnement de la valve. En tout cas, moi, Oui. Bon, du coup, paradoxalement, pour l'angle calleux, on a quand même des difficultés, je trouve. Nos IRMistes ne font pas toujours des IRM 3D dans les suivis, surtout c'est des suivis qui sont faits en ville, et l'angle calleux, il se calcule quand même à la perpendiculaire à ACPC. Et des fois, sur un T1 qui a été fait un peu rapidos avec 30 coups, arriver à identifier très clairement ACPC, prendre cette perpendiculaire et calculer l'angle calleux, c'est un peu épique. Hein. Et il faut vraiment bien se caler sur la perpendiculaire à ACPC passant par PC, parce que sinon on peut trouver un angle calleux de 30 à 120 degrés de l'autre côté. Après, moi j'ai bien aimé les diapos sur les révisions. Moi, tous les malades que j'ai révisés, il n'y en a aucun qui s'est amélioré. Donc j'ai été assez déçu et assez échaudé. Maintenant, voilà, ça me donne envie peut-être de réinsister. Et puis alors, moi, avant, je mettais des valves à débit continu, la NPH qui n'existe plus. Quand je les révisais, je me suis dit, bon, c'est l'occasion de changer pour une valve réglable, même s'il n'y a pas vraiment de rationnel derrière. En opératoire, je testais les valves. Quand je les réopérais, ça fonctionnait en faisant des tests à la colonne d'eau. Et voilà, j'ai pas eu de patient bien amélioré après. Mais c'est déjà difficile de faire le diagnostic d'hydrocéphalie. Faire le diagnostic de dysfonctionnement de valve dans une hydrocéphalie chronique de la vie, c'est encore plus difficile. D'où la mesure de la résistance. Hein, ouais, non, mais tout à fait. Avant, je ne le faisais pas avec les valves à débit continu. Maintenant, merci. D'autres questions? Bon, dans ce cas-là, je vais vous souhaiter une bonne poursuite de congrès, une bonne après-midi et merci encore de votre attention.